C'est historique, j'ai une formation d'éducateur spécialisé, donc j'ai commencé à travailler comme éducateur, mais ensuite j'ai fait psycho ici en cours du soir. Je suis venu chercher à l'université des réponses aux questions que je me posais sur le terrain. Je travaille depuis mon doctorat en fait sur un handicap particulier qui est la déficience intellectuelle. En fait, elles sont repérées comme ayant des problèmes de mobilité qui ne sont pas liés à des problèmes moteurs, mais plutôt qui sont liés à des difficultés d'orientation dans l'espace ou de prise de décision. Et on s'aperçoit, oui, qu'elles sont relativement limitées dans les déplacements indépendants, comparativement à des personnes de même âge qu'elles. Nous utilisons la technologie des environnements virtuels. Les environnements virtuels, en fait, sont des micro-villes ou des petites villes ou des espaces qui sont créés sur mesure pour réaliser une expérience dans lesquels on va demander aux personnes de réaliser des déplacements, d'apprendre des déplacements ou de se réorienter. En fait, cette technologie nous permet d'identifier les processus qu'elles utilisent spontanément pour s'orienter. Et une des particularités de la déficience intellectuelle, pas toutes les personnes déficientes, mais certaines, c'est qu'en définitive, elles vont prendre des points de repère, des objets qu'on retrouve à différents endroits dans l'environnement, qui ne sont pas des bons points de repère, ou des objets qui sont mobiles, par exemple une voiture rouge qui est bien visible, qui est garée, et qui est un très mauvais point de repère. Le jour où le point de repère en question n'est plus là, elle se perd, elle est désorientée, et puis potentiellement elle perd 1 heure, 2 heures, 3 heures. Dans l'apprentissage d'itinéraire, en fait, les éducateurs ne prennent pas nécessairement le soin de vérifier que la personne prend les bons points de repère en se déplaçant. Ça, c'est un élément extrêmement simple, c'est vérifier au cours de l'apprentissage que la personne, quels sont les points de repère qu'elle utilise, bien les verbaliser. La verbalisation facilite l'apprentissage. Tout bête aussi, mais c'est une fois de temps en temps se retourner pour regarder l'itinéraire dans l'autre orientation, puisqu'on n'a pas le même point de vue en fonction de l'orientation. Et ça peut aider aussi à la réorientation ensuite. On entendait le handicap et la personne handicapée comme la personne en fauteuil roulant, parce que c'était le handicap visible. Aujourd'hui, on parle vraiment de la participation sociale, celle qu'elle doit être pour tout à chacun, n'importe quel citoyen, l'accès aux droits fondamentaux, pouvoir travailler, pouvoir accéder aux loisirs. Et à partir du moment où on observe qu'une personne n'a pas accès pleinement et facilement à ce droit, alors elle est en situation de handicap. Le droit à compensation du handicap est un droit qui est apparu dans la loi de 2005. On a l'obligation de mettre en œuvre tout ce qui est possible de faire pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder à l'exercice, à la jouissance de leurs droits fondamentaux. On s'aperçoit que de plus en plus, dans ce processus de recherche, les individus concernés eux-mêmes sont partie prenante. Alors soit qu'ils sont consultés, mais ils peuvent même être associés de façon assez poussée dans le processus de recherche. On est très souvent en collaboration, en interconnexion avec les sciences de l'ingénieur, par exemple, avec les sciences médicales, ou alors avec d'autres disciplines, dans la psychologie, d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, comme par exemple la sociologie. Ce qui me plaît dans cette thématique de recherche-là, c'est effectivement le fait qu'on est confronté aux réalités de terrain. On ne reste pas dans notre sphère théorique abstraite, on est obligé de se confronter aux difficultés des personnes.